On parle littérature ce soir avec l'œuvre de l'auteur ivoirien Clément Kwame Bikalu, Si près, si loin. C'est son premier roman. Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Clément Kwame Bikalu. Voilà, je rappelle que vous êtes préfet hors grade, actuellement en fonction dans le département de Koutos, c'est dans la région de la Bagoué. Mais ce soir, vous serez amené à troquer votre casquette de préfet pour celle d'écrivain. Alors dites-nous comment vous appréhendez ce format. Non, comme vous faites bien de préciser que j'ai deux casquettes, l'une pour la fonction, l'autre pour la passion. Et je passe allègrement de l'une à l'autre et c'est avec grand plaisir que je suis sur votre plateau en arborant la casquette d'écrivain. D'accord, alors bien installé donc. Si près, si loin, votre premier roman, je le disais tantôt, qui raconte l'odyssée entre deux personnes, des personnages carrément opposés, innommés, pas de date, pas de lieu nommé dans la narration. Pourquoi? Bon, d'abord, c'est pour garder en éveil la curiosité du lecteur, d'abord. Et puis, surtout, faire jouer l'imagination de chacun, que chaque lecteur puisse se retrouver dans ce que je raconte. Il y a justement le suspense, il faut garder le suspense jusqu'à la fin de l'ouvrage. Exactement. Alors, avec tact et délicatesse, vous nous faites rentrer dans l'intimité de ces personnages pour en tirer des leçons. On va voir le résumé avec Franck Wadio et on en reparle tout de suite après. Si près, si loin. Un roman écrit avec sensibilité par un homme habitué au rigorisme des textes administratifs. L'auteur, en effet, est préfet hors grade, le stylo d'autorité locale troqué avec la plume de chantre des sentiments. C'est un exercice exprimé avec une certaine hardiesse par l'auteur. Dans la préface, le romancier et poète Alain Tailly présente l'œuvre comme un roman plaisant et écrit dans un style incisif et direct. L'auteur permet au lecteur de s'identifier à des personnages qu'il ne prend pas soin d'identifier de façon particulière une bonne partie de l'œuvre. Il n'y a aussi pas de nom de lieu ni de date de référence. Un procédé de style sûrement pour installer cette connexion nécessaire entre le lecteur et l'œuvre lue. Bref, l'histoire est un récit amoureux, mais en toile de fond, elle dénonce et énonce plusieurs problèmes de société. La question des Africains confrontés à l'austérité de la vie en Europe, la culture du sous-développement en Afrique, les femmes face à la violence morale. Kwame Bikalu, l'auteur, dans cette œuvre de 100 pages, a l'œil grand ouvert sur la société, sa société, et il ne s'en cache pas. Il et elle, ce sont les noms donnés par vos personnages principaux. Alors dites-nous comment notre société juge-t-elle l'idylle entre il et elle? Bon. Le grand écart d'âge entre les deux. Oui, c'est-à-dire que dans notre société, il y a des préjugés. Et mon héroïne principale, si vous avez bien lu, elle est à la convergence de deux cultures, puisqu'elle est à la fois africaine et européenne. Donc, et puis, c'est le prototype de la femme décomplexée. Partant de là... Libre dans la tête. Libre dans la tête. Donc, partant de là, son jeune amant pensait qu'elle serait le porte-étendard idéal pour mener plusieurs combats pour quand même l'émancipation des femmes. Mais sa désillusion est grande quand même parce que même elle succombe, succombe au regard de la société, succombe au poids des préjugés. Mais il ne la blâme pas pour autant, parce qu'il s'est dit que, comme tout le monde, elle a le droit d'avoir ses faiblesses, elle a le droit d'avoir ses limites et surtout de les assumer. Elle était très âgée que son amant. Alors, dites-nous pourquoi elle qui était si émancipée, si indépendante, elle brisait les codes, mais elle n'a pas pu triompher dans le domaine de l'amour. Elle a dû céder, vous l'avez dit, aux préjugés. Oui. Comment on peut l'expliquer? C'est ce que j'ai dit, c'est le poids de la société. Est-ce que c'est la société, surtout la société africaine? Surtout. C'est le poids de la société. Et en plus, elle ne vit pas ici. Elle vit en Occident. Donc, on pourrait considérer qu'elle a l'armure, la carapace pour résister à tout ça. Mais même elle n'a pas pu le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit forcément céder au diktat de la société? Je vous pose la question. Moi, je pense qu'il y a l'homme, avec ses faiblesses, avec ses qualités. Et puis, il y a la société, avec ses codes, avec son éthique, avec ses valeurs morales. Moi, je pense que l'homme accompli
c'est celui qui fait le maillage entre ses qualités intrinsèques et les valeurs que recommande la société. La société est notre miroir. Exactement. D'accord. Alors, autour de cette histoire, vous développez d'autres thématiques telles que la question des réseaux sociaux. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous décriez dans l'usage d'Internet sous nos cieux? Vous avez remarqué que la trame principale de mon histoire, c'est en fait des prétextes pour aborder d'autres thématiques qui sont actuelles, comme les réseaux sociaux dont vous parlez. Parce que la rencontre entre les deux, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, moi, j'en parle parce que je déplore un peu la mauvaise utilisation qu'on a fait. Mais même dans cette histoire que je raconte sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on retrouve le titre. Bon, d'abord, la mauvaise utilisation, on va en parler. Ici, parce que moi, je considère les réseaux sociaux comme un merveilleux outil communicationnel. Mais l'usage qu'on en fait... Quelle est cette mauvaise utilisation? Mais justement, vous êtes témoin, même dans notre pays, il y a d'abord ce que vous appelez dans le jargon journalistique les fake news. Il y a le système d'arnaque sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent aujourd'hui de moyen de chantage sur des individus. Il ne faut pas utiliser justement Internet de cette manière. Voilà. Maintenant, quand je vous disais que on retrouve le titre si près, si loin, même dans la cellule familiale. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre enfant, vous pouvez être dans la même pièce, mais chacun est dans son... si près, mais si loin. Voilà, chacun est dans son univers. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un portable entre vous, votre proximité physique ne fait pas que vous êtes dans le même univers. Il a son monde, pourtant vous êtes assis ensemble. Donc vous êtes prêts, mais loin, chacun est loin, chacun est dans la cellule familiale, c'est l'occasion de renforcer les liens. Les téléphones ne doivent pas nous séparer. C'est aussi le cas entre les couples. Alors, vous interpellez les lecteurs sur l'éducation des enfants. Mais moi, j'ai été choquée par le comportement de votre personnage principal qui multipliait les partenaires pendant l'adolescence. Alors, comment canaliser nos enfants cette période de leur vie, cette période délicate de leur vie? Oui, vous faites bien de dire délicate, parce que c'est une période où les parents doivent être à l'écoute des enfants. Un père attentionné voit immédiatement le changement dans le comportement de son enfant. Aujourd'hui, nos enfants ont une intelligence beaucoup plus vive que nous, on l'avait à l'époque. Donc, il ne s'agit pas de jouer au père fouettard, il ne s'agit pas de sanctions, mais surtout d'être complice de son enfant et de l'amener, de le guider. C'est vrai qu'il a eu des aventures, mais il a eu à un âge où c'est l'âge des rencontres, mais aussi c'est l'âge des décisions, bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que je parlais d'encadrement. Il faut l'encadrer. Et la communication aussi. Et la communication. Vous l'avez évoqué dans votre ouvrage. Exactement. Alors, l'histoire de la petite Mathie que vous racontez dans votre roman est aussi troublante. Oui. Elle va se suicider par la faute de ses parents, précisément son père. Comme quoi le danger peut aussi se trouver au sein de la cellule familiale. Oui, parce que je déplore surtout le mariage précoce des enfants et qui reçoivent la pression des parents. Et la petite Mathie, qui était à l'école encore, se trouvait mariée à quelqu'un qui valait largement l'âge de son grand-père, et parce que ce monsieur était fortuné. Et elle va se suicider. Et elle va se suicider. Ça s'est terminé malheureusement tragiquement, et j'ai voulu vraiment stigmatiser ce fait-là. Dernière question, Dr Alain Taï, qui a préfacé votre ouvrage, a été séduit par l'histoire et le niveau de langue que vous employez. Il a par ailleurs relevé que toute œuvre est la partie intérieure de l'auteur. Qu'en dites-vous? Oui, Dr Alain Taï, vous l'avez dit, franchement, je m'honore d'être adoubé par une telle sommité du savoir, quelqu'un qui a une capacité intellectuelle assez proéminente. Il m'a pris en sympathie. Et il a fait quelque chose de remarquable parce qu'il m'a fait sortir du carcan administratif pour me mettre sur la voie littéraire. Parce que l'administration a son lexique, l'administration a ses codes qui ne sont pas forcément les codes littéraires. Mais lui, il a su me faire cette transition. Et ça, je lui en suis reconnaissant. Merci beaucoup, M. Clément Kwame Bikalou.
Je voudrais remercier 2 personnes. Ah, le temps nous persécute rapidement. Voilà. D'abord, le ministre Bruno Koné, oui. Voilà, qui m'a vraiment soutenu dans cette œuvre-là. Le ministre de la Construction. Cadre de la Bagoué. Voilà. Et j'ai un ami qui me sert des managers, celui qui a organisé la cérémonie de dédicace à Paris. Il s'appelle Péou André. Merci beaucoup, M. Clément Kwame Bikalou. Vous donnez le ton aux autres préfets. On espère qu'ils vont emboîter le pas. La littérature, ça ouvre l'esprit. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir été notre invité de la page culture. Alors, vous l'avez dit, une société avec un visage humain se construira avec l'apport de tous. Ensemble, c'est possible avec ces 3 piliers que je vous donne et que je donne aussi aux téléspectateurs. Il s'agit de l'amour, de la paix et de la solidarité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Herman Guivet à 23h, demain 13h, Hamza Diaby. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous.